Salut à toi Smart Omega, on se retrouve pour mon top 50 des films internationaux de 2022. Internationaux, c'est-à-dire les films hors de l'anglophonie. Nous sommes déjà en 2023, une année dont je vous parlerai prochainement dans un petit top 15 de mes attentes pour cette année, l'année où on se trouve. Il faut avouer que l'année précédente, 2022, fut très bonne malgré quelques petits points noirs. Voilà, on en parlera sûrement, peut-être que je ferai un flop 20 internationaux et anglophones dans la même vidéo. Faut dire que j'ai vu plus de 230 films cette année, dont 93 métrages internationaux. Mais j'ai trouvé quand même, dans les 93 films internationaux, 50 films que je pourrais voir et revoir. Le 50e, j'ai déjà revu, du coup. Il y en a certes d'autres aussi, et je crois, ouais, dans mes souvenirs. Ce qui prouve qu'à l'international, le cinéma de genre fut extraordinaire, vraiment, cette année, que fut 2022, fut extraordinaire. Alors, je tiens à dire que j'ai ni vu America Latina, ni Junkhead, ni Unicorn Wars. Ces trois films-là, j'ai pas pu les voir. Shadows va sortir un film demain, qui est un film anglophone, le vendredi 30 décembre 2022. Je tourne cette vidéo en 2022. Donc du coup, et s'ils sortent des films internationaux dedans, alors ils seront comptés dans le top de 2023. Je triche un peu, mais parce que de toute façon c'est la fin d'année. J'ai fait pareil cette année avec Masquerade qui est dans mon top alors qu'il est sorti le 31 décembre 2021. Donc du coup voilà, s'il y a des films internationaux qui sortent sur Shadows le 30, là sur le coup ils seront comptés dans mon top de 2023. Commençons avec la 50e place. Commençons avec un film ukraino-géorgien, Danger Zone, de Stanislav Kapralov. C'est un film sympa, offrant quelque chose de plutôt beau, parfois simple, mais avec de véritables idées de mise en scène, et un scénario qui excelle dans son genre, je trouve. Les effets de jeu sont sympas, il y a une tension assez efficace, le film aurait pu éviter quelques détails de classicisme, mais vraiment c'est un film à voir. En 49e place, To Kill the Beast de Agustina San Martin, un film argentin. To Kill the Beast est un film vraiment bon, qualifiable de drame villageois, immersif, où le fantastique s'immisce doucement en fait, avec un message sur l'émancipation assez peu subtil, mais tout de même bien trouvé. Le film aurait pu tout de même être meilleur, je l'avoue, mais franchement je l'ai vu il y a quelques jours à peine et je pense qu'il a clairement sa place dans ce top. En 48e place, Music Hall de Gaëtan Lecans et David Moutzenmacher. C'est un film belge, du coup. C'est un décalage fou à la belge, en fait, que nous offre le duo de réalisateur, entre personnages assez sots, croisement d'histoires délirants. Il y a un petit lot de clichés, mais c'est fun, glauque, étonnant. Un petit bonbon de comédie noire européenne. En 47e place, Freaks Out de Gabriele Mainetti, un film italien. Je passe le bonjour à Lou Bloom, compte Twitter, qui aime beaucoup le film. Bah, j'ai beaucoup aimé aussi, bon, beaucoup moins que toi, je pense, mais voilà. Freaks Out est un film où se mêlent de très bons personnages, attachants, campés par des acteurs de talent, des effets spéciaux excellents et un gore décomplexé. Je pense qu'avec The Innocent et Everything Everywhere à la Once, un film un peu surcoté, mais il est dans mon top anglophone, voilà. C'est sûrement l'un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années qui sait réinventer ce genre, monopolisé principalement par Marvel. En 46e place, The Cursed Dead Man's Prey, un film sud-coréen. Effets spéciaux étonnamment bons, horreur qui tente des choses pour constituer le métrage. D'accord, c'est un divertissement, c'est pas plus que ça, mais son inventivité rare dans la manière de divertir m'a plutôt plu malgré une fin que j'ai pas beaucoup aimé. Mais franchement, comme je l'ai dit, les effets spéciaux, alors il y a des défauts, hein, mais ça tente beaucoup les effets spéciaux, c'est vraiment le plus grand point du film. Distribué par le Joker Film, voilà, par ailleurs. 45e place, Piggy de Carlota Pereda, film espagnol. Un film qui pousse loin son concept sur la culpabilité et un choix moral ultra difficile. Un film qui tire son horreur de façon réaliste, ce qui en fait un drame assez profond. Les personnages sont bien construits, même les plus secondaires. Un très bon film espagnol que je conseille. En 44e place, The Med de Lee Tong-gam, un film thaïlandais. Un film hybride entre possession et slasher vengeur. C'est un étonnant spectacle
spectacle, en fait c'est un spectacle ce mec, où se mêle avec foutraque des personnages fourbes, mais aussi des mensonges familiaux déterrés, un film avec un paquet de défauts, hein, vraiment, mais que je n'ai pas pu m'empêcher d'apprécier. 43e place, Brain Freeze de Julien Knafo, film québécois. Un film drôle, même si parfois un peu lourd. Alors oui, il faut avouer, c'est une comédie potache, l'une des seules que j'ai beaucoup aimé cette année. Peut-être une des 5-6, mais avec de l'idée, du bon gros gore et des effets spéciaux convaincants, et une dramaturgie quand même, il y a une dramaturgie, ce que je trouve sympa, c'est pas que de la comédie, il y a certains films comme ça cette année qui ont été très bons, hein, dont on va parler plus tard. Mais en gros, c'est vraiment, je trouve que Julien Knafo a très bien utilisé tout ce qu'il avait à disposition pour son métrage, et avec un peu de classicisme, soit, mais c'est fort. En 42e place, Hors du monde de Marc Fouchard, film français. Rattrapage de fin d'année, Hors du monde est porté par un acteur au talent immense, Kevin Michel. Si l'on oublie la grosse incohérence de personnages à la fin, il y a une grosse incohérence à la toute fin, et un côté téléfilmique bien français, le métrage est assez bon, oscillant entre un stress puissant, mais aussi un drame humain ou inhumain, à vous de voir. Mais j'ai trouvé, ce film plutôt bon. Il était dans mes attentes de l'année, si vous vous rappelez bien. Il a tombé bien bas, hein, par rapport au nom qu'il avait dans ma top de l'année, mais franchement, je le trouve très bon. Je pense pas que le film a été très apprécié, je pense pas qu'il va être très apprécié par ceux qui le verront, mais je suis là pour le défendre. En 41e place, En décalage de Juanjo Jiménez Peña, film espagnol. Film au sound design parfait, En décalage est un voyage fantastique dramatique avec l'un des meilleurs personnages féminins de cette année. Ce n'est jamais lourd et ça offre quelque chose de beaucoup plus que beaucoup de films oublient. Et vous allez dire c'est hyper simple, mais il offre du cinéma. Et je crois que c'est ce qui est important dans un film du coup. 40e place, Sans filtre de Ruben Östlund. Film danois, français, allemand, grec, mexicain, suédois et turc. Au début, le film est super long, on va pas se mentir, hein. J'avoue quitter la salle au début du film. Après, ça éclate dans un humour fort, de très bons acteurs, un décalage parfait, une satire très bonne qui mérite d'être vue, une très belle palme d'or, même si Les Crimes du futur auraient été plus méritants, je pense. Après, j'ai ni vu EO ni Holy Spider, mais je pense que quand même, il aurait été très méritant aussi. 39e place, The Medium de Bong Joon-ho, Tanakum. Alors, on est sur un film thaïlandais. Lui aussi dans mes plus grosses attentes de l'année, dans mon top 10 des attentes. C'est très bon, mais alors rien d'original, franchement, mais c'est flippant. On ressent un tel effroi qu'on oublie certains détails, en fait, certaines incohérences scénaristiques, c'est une des forces du film, réussir à cacher ses défauts. L'immersion est accompagnée par un casting phénoménal et un travail de mise en scène super sympa. Pour Found Footage, c'est très bien fait, je trouve. Il y a des scènes, des effets spéciaux, c'est flippant. Je pense qu'avec un film dont on parlera plus tard, un film paraguayen, donc quand je parlerai d'un film paraguayen, ce sera celui-là. Franchement, c'est deux films que j'aurais dû peut-être voir cette année pour Halloween aussi. 38e place, Plagiarisme, Jem Deger, film de République tchèque. En tant que métrage psychédélique, Plagiarisme se classe très bien et n'a pas à rougir devant son sort, par exemple. Un film à la colorimétrie excellente, à l'avancée lancinante, jusqu'à des acteurs très bons et une ambiance super étrange. Un film assez nébuleux, avec mais qui, j'en suis certain, est très bon, ça c'est sûr. C'est un très bon film, il est nébuleux mais hyper bon. Un film un peu à la manière d'un autre film qu'on abordera un peu plus tard dans cette vidéo. Un film aussi très coloré, lui aussi. 37e place, Reclus de David Casademunt, film espagnol. Le néoclassicisme est un genre cinématographique, enfin un genre que j'ai nommé, voilà, c'est pas réellement un genre, mais voilà, qui offre ironiquement des surprises. Alors ma définition d'un film néoclassique, justement, c'est un film hyper simple, mais très peu original, mais qui est très efficace, voire qui peut trouver un petit brin d'originalité. The Medium est de cette trempe, Reclus en est aussi du coup. C'est une ambiance fantomatique qui se crée avec des effets spéciaux parfaits et des scènes sous tension. Un bon film Netflix. 36e place, Ogre de Arnaud Malherbe, un film français. Alors, Ogre, c'est le métrage
que j'attendais pas le plus, mais c'était le deuxième film que j'attendais le plus cette année. Vous voyez qu'il y a une petite chute quand même, hein. Une grande chute en fait, voilà. Ogre est un métrage français parfois téléfilmique, qui se sert aussi d'une étrangeté villageoise, puissante ou encore d'acteurs vraiment bons. Anna Girardot en tête. Les effets spéciaux sont efficaces et le sound design est fort. Et assez fort, tandis que le scénario parfois simple réussit tout de même. Après, Ogre était ma seconde plus grosse attente de l'année, comme je viens de vous le dire, et il est tombé de très haut. 35e place, Are You Lonesome Tonight de Shi Pei-wen, un film chinois. La mise en scène et la colorimétrie, parfois rouge, parfois jaune, sont magnifiques, très esthétiques en fait. C'est une très belle mise en scène, une très belle direction artistique qu'offre le film. Les personnages sont bien construits et se trouvent dans un scénario aussi bien fait que surprenant. Le spectateur se demande quelle issue aura le métrage plus d'une fois, une enquête bien construite, et la remise en question de notre protagoniste est très bien scénarisée. À voir. 34e place, After Blue de Bertrand Mandico, un film français. Alors oui, le métrage est extrêmement spécial et onirique, à un tel point où mon seul visionnage fait assez désappréciable. J'ai pas beaucoup aimé la première fois que je l'ai vu, mais c'est le genre de film qui vous laisse un bon souvenir en fait, dans un voyage d'émancipation fou, sans budget mais avec des effets spéciaux vraiment fous et inventifs. Même aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire si je l'ai aimé, mais je vais sûrement m'acheter le DVD en quelques mois pour me faire un second avis, et je pense en vrai qu'avec le temps, je l'ai plus apprécié qu'aimé, mais faut le revoir pour voir en fait si le film est beaucoup moins bon que ça. Mais ouais. Je suis sûre qu'il finirait dans mon top 50 quand même, mais je suis pas sûre qu'il finira à cette place-là. 33e place, Hasard de Jonas Govaerts, un film belge. Ultra drôle, un peu gore, quelque chose de fun et décomplexé, avec un rythme effréné. C'est un délire parfait qu'offre Govaerts, un délire à la belge où tout semble loufoque et à chaque scène n'a aucun sens. Mais il arrive de le rendre tout cohérent. L'une des meilleures comédies d'action depuis The Hunt, bien mieux que Music Hall en tant que comédie belge, et pourtant les deux sont incroyables. 32e place, Un petit gore de Joko Anwar, film indonésien. Le long métrage est un film assez sagace dans ses idées grâce à son scénariste et réalisateur Joko Anwar, avec des effets spéciaux très bons, notamment les sans-peau. Je trouve ça terrifiant comme c'est bien fait, des acteurs convaincants, des scènes efficaces. Le long métrage ne sera pas s'épargner quelques clichés, mais le film reste extraordinaire à base d'effets horrifiques bien joués. Peut-être que j'ai trop attendu ce film et que je m'attendais à beaucoup mieux, mais sapristi, je suis pas déçue, parce qu'il est le tout premier film indonésien que j'ai vu. 31e place, La Tour de Guillaume Niclou, film français. Franchement, il faut avouer que le cinéma de genre français aurait été très prolifique cette année. Franchement, ouais. Il sortira en France en février 2023. C'est un film cafardeux que l'on a, une grande noirceur, franchement. Grâce à un bon scénario, il va au-delà de ça pour créer une ambiance, des personnages un peu classiques, mais une rythmique de récit, vraiment. Seuls les acteurs sont décevants et il y a quelques petites incohérences scénaristiques. Voilà, c'est pas fou, mais voilà, sinon, c'est très bon et je vous conseille le voir en février 2023. Personnellement, j'ai découvert ce film à l'Étrange Festival, du coup. 30e place, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, film espagnol. On est déjà à la 30e place, mais du coup dans le top 30, logiquement. Mais voilà. Le long métrage espagnol est sous une tension puissante et il y a des acteurs magistraux dans le film Marina Foïs. Marina Foïs, alors j'ai revu Mémoire Tomega Awards l'année dernière, c'est l'espèce de faux concours de film que je fais. Et du coup, Marina Foïs c'est clairement la meilleure performance internationale avec Numéra Pass l'année dernière. Donc oui, alors Asbestas c'est un drame de village avec une photographie magnifique un certain côté poétique, bande son grandiose, personnel attachant, antipathique pour d'autres, forme le métrage de Rodrigo Sorogoyen, un des meilleurs thrillers de cette année, une tension à couper le souffle. En 29e place, Get the Hell Out de Wang Yifan, un film taïwanais. Le film a des côtés vraiment cartoon, mais le gore est complètement barré pour contraster avec une dramaturgie plaisante et un personnage principal que l'on aime beaucoup, malgré certains défauts. Contrairement à l'un de ses confrères de l'année, dont on parlera plus tard dans le top, il a rien d'original, mais pourtant c'est une bouffée d'air humoristique, à base de personnages attachants et d'acteurs-actrices qui ont l'air d'adorer ce qu'ils font. 28
28e place, Rukai, un film japonais. Le film fait sortir son côté funeste et funambulesque d'une manière où l'horreur se dévoile petit à petit pour glacer le sang de son spectateur. C'est un film bizarre, oui, ok. Mais c'est aidé par des comédiennes impeccables, les comédiens et comédiennes qui surjouent beaucoup, mais que j'ai beaucoup aimé. Le film a des idées notamment avec la malédiction et l'idée en fait de la forêt. Vous savez, la forêt, sa spécificité. Vous voyez ma critique. Ou en tout cas recherchez le nom du film sur internet Rukai 2022 et vous comprendrez. Le mythe est utilisé quasi parfaitement et le réalisateur Takashi Shimizu en fait quelque chose d'encore mieux. Les effets spéciaux sont parmi le haut gratin de 2022 je trouve, et le film est parmi le haut gratin de 2022 tout simplement. Film distribué par The Joker Film et j'adore préciser lorsqu'il distribue les films. 27e place, Morgue d'Hugo Cardozo, film paraguayen. Je vous ai dit tout à l'heure pour The Medium que je vous parlerai d'un film paraguayen au bout d'un moment qui servirait pour Halloween. Bah c'est lui. Ce film est très bon, scénaristiquement et tout, mais alors, film d'Halloween par excellence. Que j'ai vu en février, j'aurais dû le voir plus tard, mais il est sorti en février, donc du coup j'ai vu cette date-là. Faudra vraiment que je m'achète le DVD d'ailleurs. Voilà. Le film est un néoclassique, il est il est d'un classique, c'est pas possible, mais le réalisateur Hugo Cardozo a su rendre les jumpscares ultra efficaces, et notre personnage principal de plus en plus réaliste, pas très attachant, mais de plus en plus réaliste. Le récit donnera un très bon twist jusqu'à une fin de flippantise, mais fou, c'est fou, avec un message tout de même plutôt mal amené, j'avoue le message vraiment mal amené. Une petite pépite pour une frousse très efficace. 26e place, Assaut d'Adilkan Mirzanov, un film kazakh. J'ai beaucoup aimé le décalage du film, découvert à l'étrange festival lui aussi, un humour presque distant de la réalité, dans une certaine froideur hivernale, avec peu de musique et des longs arrêtés de caméra du coup. Un film devant lequel mon rire n'a pas été timide face au personnage un peu sot mais assez attachant. Il y a même une petite dramaturgie assez mal faite mais j'ai bien aimé. Passons à la 25e place. 25e place, Abuela de Paco Plaza, film espagnol. La terreur et les films d'horreur espagnols, vous le savez, c'est une grande histoire d'amour. Abuela est une peur viscérale de la vieillesse, notamment avec la métaphore du film, assez touchante par moments. J'ai beaucoup réfléchi après avoir vu Abuela. Plaza a réussi à rendre ça flippant, bien entendu, on est sur un film d'horreur, avec une Vera Valdez sensationnelle et une Almudena Amor flippée. 24e place, Virus 32 de Gustavo Hernandez, film uruguayen. Virus 32, c'est un film qui gère bien son côté dramatique. Notamment par la relation mère-fille aidée par le jeu du duo, il y a un très bon jeu, autant chez la mère que chez la fille. Un film tendu avec d'extraordinaires scènes et un concept en béton, mais vraiment, qui est très bien suivi. Un divertissement sous intellect, de l'intelligence, avec un peu de gore à la clé, un bon concept, bien utilisé. L'Uruguay est assez efficace cette année, on en parlera dans quelques places à peine. 23e place, L'année du requin de Ludovic Ezron Boukirama, film français. Pour commencer, je tiens à parler de la prouesse de Marina Foïs cette année, Asbestas, L'année du requin du coup. On a un humour efficace, même si pas hilarant j'avoue, mais les Boukirama savent utiliser la rigolade à leur faveur. C'est contrasté par une dramaturgie puissante des personnages que l'on aime, auxquels on s'attache, qui ont une fragilité sous leur carapace. Les Boukirama ils savent très bien faire ça, montrer la fragilité sous la carapace. Mais surtout le rythme est entraînant et n'essayera pas de se la jouer américain. Efficace, un film attachant par des Boukirama qui ont de l'avenir et je crois qu'ils ont déjà fini le scénario de leur 3e film. Je suis pressée de voir ça. 22e place, Decision to Live de Park Chan-wook, film sud-coréen. Une mise en scène impeccable avec des milliers d'idées qui créera des plans en fait qui iront au-delà du cinéma. Je vous parlais dans Décalage tout à l'heure qui faisait du cinéma, bah là c'est plus que ça encore. Une romance maladive avec des personnages qui ne seront jamais simples et dont la complexité dépassera l'entendement. Une bande son magistrale qui ira jusqu'à une fin touchante dont la mélancolie étreindra le spectateur. Un thriller qui ira au-delà de ça, un drame qui ira au-delà de ça, une romance qui ira au-delà de ça. En bref, c'est magistral et c'est mon premier Park Chan-wook, faudrait que j'en voie d'autres par ailleurs. 21e place, Baby
Babysitter de Monia Chokri, un film québécois. La Babysitter de chez Monia Chokri, c'est un monde fantasmagorique. Rose bonbon, rose plastique, vous voyez ça comme vous voulez. La photographie passe d'un univers à un autre en moins d'une seconde pour nous offrir un récit assez fort. Mais derrière cela, il y a plein de sujets abordés avec une grande subtilité, le féminisme, les faux semblants, la remise en question. Monia Chokri tape fort, assurément. Et en plus, il y a beaucoup de genres qui se mélangent aussi si on veut aller là-dedans. Il y a de l'horreur, il y a du drame, il y a de la comédie, il y a de tout, il y a de tout. Vous n'échapperez à rien avec ce film. 20e place, Knocking de Frida Kempf, un film suédois. Alors, j'ai hésité, en gros, entre la 20e et la 22e place, soit Knocking, Babysitter et Decision to Live. Je savais pas quel film devait aller en 20e place, donc vous pouvez compter que Babysitter et Decision to Live auraient pu aller en 20e place, je tiens à le dire. C'est un film suédois porté par une actrice merveilleuse, c'est aussi une avancée anxiogène épaulée par le directeur photo Hannes Kren. Franchement, c'est très fort. Alors, un film entre paranoïa, véracité, qui soit est un peu trop convenu, mais qui reste fait à une grande maestria. Je noterai aussi le travail des lumières, les lumières jaunes. Vous le voyez dès l'affiche française, dès l'affiche Shadows, vous voyez déjà que c'est très fort. Donc, comme je l'ai dit, c'est disponible sur Shadows. 19e place, Midnight Silence de Kwon Oh-sung, un film coréen du Sud. Continuons avec un film coréen assez anxiogène, avec des acteurs très bons, et un sound design ultra appuyé. Je me souviens de scènes de tension complètement folles, ou encore de moments où le spectateur aura envie d'entrer dans le film pour aider l'héroïne, et ça c'est rare. Je reprocherai juste quelques facilités scénaristiques, c'est un des reproches que je pourrais faire au film. Et du coup, sachez qu'à partir de la prochaine place et de la 18e place, je pense que tous les films du 11, de la 11e place à la 18e place auraient pu atteindre le top 10 en vrai. 18e place, Red Screening de Maximiliano Contanti, un film uruguayen. Red Screening est le premier film que j'ai vu cette année, il est assez mémorable. Un giallo uruguayen assez gore, où les clichés de personnages vont être assassinés avec une inventivité et avec des acteurs vraiment sympas, vraiment jouissifs, avec un brin de tension. Il faut savoir qu'une suite est sûrement dans les tuyaux. Voilà. 17e place, Gaïa de Jacob Bauer, un film d'Afrique du Sud. Mon premier coup de cœur de l'année, ce fut Gaïa. Alors, faut savoir que moi, je compte que mon film préféré de l'année, c'est à partir du 15e jour de janvier. Et Gaïa, je l'ai justement découvert le 15 janvier. Et ouais, là, je me suis dit, c'est mon premier coup de cœur. Ouais, bon, bah, il finit en 17e position, mais c'était mon film préféré de l'année pendant 3 semaines. Voilà, c'est un film sud-africain vraiment intéressant de par son message, bien entendu, et son côté fantastique, vraiment bon, un film qui a réussi à trouver son chemin et qui contient de bons acteurs, même si qu'il y aurait pu être meilleur. Alors je trouve que la fin de Gaïa est l'une des meilleures fins de l'année. Elle m'a beaucoup marqué, de par le message aussi du film. Voilà, très très bonne fin. 16e place, Attachment de Gabriel Bjergislason, un film danois. Alors avant de vous parler vite fait de ce film, je voulais vous dire que je vous ai dit, quand je parlais de Midnight Silence, que de la 18e à la 11e place, ça allait être que des films qui auraient pu toucher le top 10. Alors que Attachment, entre la 18e et la 11e place, n'a jamais touché le top 10, c'est le seul film. Sinon la 15e, la 14e, la 13e et la 12e et la 11e ont tous touché le top 10 à un moment ou un autre. Attachment est l'un des seuls. C'est une petite aparté. D'abord, on va parler du niveau horrifico-fantastique, c'est hyper classique. Il y a des scènes d'horreur simplettes, une tension minime. Les acteurs et actrices jouent par contre très bien. On saluera la performance de Joséphine Park, une de mes actrices danoises préférées. Et les personnages sont attachants, si bien qu'à la fin du film, je voulais encore suivre les personnages quelques heures. Donc ok, l'horreur c'est pas ça, mais par contre c'est un récit attachant. Je trouve le titre hyper bien choisi. Avec un travail dramatique scénaristique très bien construit par le scénariste. Le scénariste, on sent qu'il est... En gros, il est très proche de ses personnages. T'as l'impression qu'ils existent, en fait, quand tu les vois. Et ça, je pense que c'est la force d'Attachment. On entre dans le top 15 avec Ave the Hunt de Emre Akay, un film turc. Il est rare de voir des thrillers turcs, pour commencer, mais des thrillers turcs féministes, c'est aussi rare. Et j'ai trouvé ce film vraiment formidable avec des scènes de tension et une chasse entraînante. Le récit créant à la fois un grand attachement pour la protagoniste et aussi une détestation pour les antagonistes. Franchement, je trouve ce film vraiment engagé, c'est fort, surtout dans le pays dans lequel il se trouve.
À voir aussi pour la performance puissante de, et je vais sûrement écorcher son nom, pardonnez-moi, Bilur Meliscos. Passons à la 14e place. 14e place, Medusa de Anita Rocha da Silveira, film brésilien. Partons au Brésil pour parler d'un film avec une bande-son extraordinaire, une colorimétrie exceptionnelle, des actrices plus que crédibles, un univers étrange avec une symbolique complexe, un récit d'émancipation unique, des personnages attachants, touchants, grandioses. Punaise, ce film est grandiose. C'est rare de voir des films comme ça. Paraît-il, il a été très dur à financer. Et ouais, franchement, je trouve Medusa à la limite de la perfection. 13e place, Le Dernier Patient de Anders Ronau Klarlund. Film danois. Désormais, enchaînons avec un thriller danois assez stressant, dont les twists vous épateront, ils sont inattendus. L'actrice principale est super forte, pourtant on l'a vu dans Breeder, qui est un film pas ouf, film danois détestable, et les personnages sont vraiment bien construits. Tout ça, c'est néoclassique, c'est bien tenu, et ça se tiendra jamais comme un récit simplet. C'est un récit qui essaiera d'aller au-delà, et elle réussit vraiment, fortement. 12e place, Sweetie You Won't Believe It de Yernar Nurgaliev, un film kazakh. Les comédies gore asiatiques sont excellentes cette année, à commencer par ces bijoux humoristiques kazakhs, des personnages abrutis dans des situations à mourir de rire, souvent burlesques, what the fuck, un moment fun à ne pas manquer, offrant en plus de cela un côté slasher assez plaisant. Vraiment, Sweetie You Won't Believe It, que dire? 11e place, The Sadness de Robert Jabaz, un film taïwanais. Je vous disais, enfin je vais vous dire plutôt que The Sadness a été retiré à la dernière minute du top 10, enfin à la dernière minute en début de mois, pendant le pif, il y a un film qui l'a dépassé. Voilà. Mais non, du coup, je vous disais à l'instant, là, je parle vraiment d'un truc que je vous disais à l'instant, que les comédies gore asiatiques étaient très bonnes cette année. En voici une seconde preuve de Sadness, c'est que du gore. À la clé, mais quand même, un petit message, notamment la prise de parole à la télé, c'est de l'humour, mais il y a vraiment un gros message, des hectolitres, d'hémoglobine, composés récits que j'ai arrêté 2 fois à mon premier visionnage, et qui reste le seul film que j'ai vu 3 fois cette année. Pourtant, le film a fini 11ème, mais ouais, je crois que c'est le seul film que j'ai vu 3 fois en 2022, toute année compris. Enfin, les films de 1980, 1979, bref, tous les films. Passons au top 10. 10e place, Post-Mortem de Peter Bergendy, un film hongrois. Ouais, bah figurez-vous que je viens de revoir Post-Mortem. Je viens de le voir il y a même pas 1 heure. Non, je l'ai fini il y a même pas 1 heure. Je l'ai fini il y a même pas 1 heure, le DVD est là. J'ai acheté le DVD récemment, alors c'était pas pour confirmer qu'il était dans mon top 10. Je le confirme toujours, le film est clairement dans mon top 10. J'ai pas trop vérifié en fait il était toujours apte, je l'ai vu 1 fois, ça me suffisait. Mais du coup, oui, Post-Mortem, je l'ai vu 2 fois. Le long métrage hongrois nous offre une cinématographie froide où le côté grisâtre se ressent beaucoup. Les effets spéciaux montrent un faible budget, mais punaise, qu'est-ce que c'est inventif, c'est un cher les effets spéciaux. D'ailleurs, j'ai vu vite fait les making-of des effets spéciaux qui sont présents dans le DVD. C'est sympa, j'ai aussi vu en interview du réalisateur. Malgré du surjeu de la part de la petite fille, je trouve que le reste des acteurs sont incroyables. Victor Clem est sûrement un des meilleurs acteurs de l'année. Le film a une froideur macabre, déconcertante de par son concept glauque, mais vraiment bien utilisé. Post-Mortem, c'est plus qu'un film. 9e place, L'Origine du Mal de Sébastien Marnier, un film français. Ce thriller est un film ficelé à la perfection, qui nous met sur des fausses pistes durant toute sa durée, vraiment, genre il n'y a que des fausses pistes. Tout le monde ment, mais qui ne ment pas, ça devrait être ça la phrase d'accroche. Un film étonnant en tout point avec des acteurs, actrices sublimes jusqu'à une fin inéluctable. Vraiment, j'ai trouvé ce film fou, c'est incroyable, c'est du thriller quoi, c'est ce que devraient être tous les thrillers. Même s'il y a un thriller en 3e place qui est un peu mieux quand même. Tout de même imperfect de la part de Sébastien Marnier. 8e place, Bruno Redal, Confession d'un meurtrier de Vincent Leport, un film français. Continuons avec une belle macabrerie, quelque chose de poétique et magnifique qui pourtant s'avère être brut de bout en bout. C'est un film très brut, très cru. C'est un film singulier, sans pareil, qui offre plus que de la beauté, du cinéma pur.
Dans des plans bien trouvés, Vincent Leport semble faire partie de l'avenir du cinéma français. Je pense que c'est peut-être l'un des réalisateurs qu'il faudra le plus le suivre d'ici les prochaines années. Septième place, Ego de Anna Bergholm, un film finlandais. À partir de ce film, on est dans le meilleur du cinéma international de 2020-2022. J'ai sélectionné 7 films dans le top international, 7 films dans le top anglophone. En gros, du coup, ça fera 14 films pour être choisis dans le top de début de décennie. Voilà, du coup, dans le top de 2020, 2021, 2022, puis ça augmentera en 2023, 2024, 2025, qu'à devenir un top de demi-décennie, tout ça. Bon, bref. Ego est un coming of age avec une photographie très proprette, artificielle, pour appuyer le mensonge de la famille. Je trouve vraiment les décors de la maison très forts. Et la caméra très artificielle. Bergholm réussit à rendre presque tous les personnages attachants, même les parents, en travers leur personnalité, ce qui donne un petit côté dramatique que j'aime beaucoup, tu ressens notamment avec le père. Par contre, le fils, elle a pas réussi à le rendre attachant, je pense pas que c'était le but. On est aussi servi par de très bons effets spéciaux, même si la créature, voilà. Mais je trouve notamment une des premières images du film, je peux pas vous l'expliquer, mais en gros, c'est quand le doppelganger, il fait un truc. Il fait un truc avec la mère, et là, waouh, c'est hyper étrange, mais c'est très bien fait. L'effet spécial du visage, particulièrement. Sixième place, Où Ezra de Michel Garza-Cervera, un film mexicain. Alors c'est ce film-là qui a détrôné The Sadness du top 10, du coup qui l'a fait s'enlever du top 10. Où Ezra est grandiose, parlant de la société mexicaine très chrétienne, d'une femme qui n'est pas dans les codes de son pays, et qui du coup doit en sortir logiquement. Natalia Solane fait une performance magistrale et l'angoisse maternelle de notre héroïne se métamorphose petit à petit comme l'héroïne elle-même du coup. Niveau horreur, c'est parfois assez angoissant, au niveau du body horror particulièrement, ça fait bien le taf. Niveau craquement d'os, et au niveau du folk horror, il y a une très bonne utilisation à la fin. Vraiment, c'est fort. Je trouve Ezra incroyable. Entrons dans le top 5 avec Speak No Evil de Christian Tabdrup, film danois. Une constante oppression est offerte par le film, porté par des acteurs géniaux, un scénario trauma, un film qui tape fort avec un message subtil et une flippantise emmenée à la perfection. Tabdrup a su emmener la véritable horreur dans son métrage, un coup de maître à la scandinave assurément, parce que oui, un film d'horreur, c'est pas que des jumpscares, non, c'est aussi une tension constante, parce que Speak No Evil, je tiens à dire que ce n'est pas un thriller, c'est un film d'horreur. Pourtant, il a mieux marché que beaucoup de thrillers cette année, il y a eu un ou deux thrillers qui l'auraient dépassé. Quatrième place, Plume de Omar El Zoheri, un film égyptien. C'est un film sans espoir et sans sourire que nous offre le réalisateur égyptien, porté par une excellente actrice du nom de Demian Nassar, qui a été trouvée par le casting dans les rues en fait. Elle se baladait, je crois, quand ils l'ont trouvée. En fait, il y a un nom pour ce genre de casting, mais j'ai pas le nom. Mais en gros, de base, là où je veux revenir, c'est que c'est pas une actrice professionnelle. Et c'est sûrement la meilleure performance féminine de l'année. Le film est cru et délivre un message sur cette femme qui a perdu son mari et qui doit nourrir sa famille dans un pays où la tâche lui sera assez difficile. Un film coup de poing, étonnant, grandiose. Troisième place, Inexorable de Fabrice Duvels, un film belge. Adoration, le dernier film, l'avant-dernier du coup, film de Fabrice Duvels, sorti en 2020, était l'un de mes films préférés. Et toujours l'un de mes films préférés, je crois qu'il est dans mon top 10 ou dans mon top 20 si je dis pas de bêtises, de mes films préférés de tous les temps. Donc ravi de voir un nouveau film de sa part. Et Inexorable, c'est un thriller noir, poétique et parfois glauque. C'est ce que nous offre Fabrice Duvels, réalisateur des excellents Adoration et Calvaire. Calvaire, je l'ai pas dit. Le casting est dingue et tous les personnages sont superbement développés sous une tension montante jusqu'à un apothéose final renversant. Duvels est le maître du cinéma genre de la Belgique et j'espère qu'il le restera encore des années, voire des décennies. Deuxième place, The Innocent de Eskil Vogt, un film norvégien. Tout à l'heure, quand je vous parlais de Gaïa, je vous avais dit qu'il est resté en première place que 3 semaines, puisqu'il y a eu un film qui est arrivé en février. C'est The Innocent, film qui a duré 7 mois, premier de mon top, entre février et septembre.
Voilà. Du coup, si on oublie bien entendu que Ego a été 2-3 fois pendant en gros une semaine en tout dans l'année, premier de l'année. Bref, en gros, ce film parle des innocents enfants avec un réalisme fou. Ça abuse jamais de ses effets spéciaux. Pour rester en toute subtilité, c'est un film subtil. Les acteurs sont excellents, l'ambiance est glaciale, glaçante, glauque, le triple G. Embourbant le spectateur avec puissance, c'est une expérience à vivre, un film qui marque cette année avec certitude. Le cinéma scandinave et le cinéma norvégien ont été exceptionnels, puisque le premier film était aussi norvégien. Première place, Sick of Myself de Christopher Borgli, un film norvégien. Le film norvégien est un coup de génie. Ils réussissent à se détourner vers le vicieux de seconde en seconde, de manière contre nature, et qui pourtant avance hyper de façon linéaire. C'est un coup de maître de la part de Borgli, quelque chose de tendu, fort en émotion. La mise en scène est imperceptible, d'une grande force. Et puis notre protagoniste est construite hyper habilement, montrant d'une façon étrange, montant d'une façon étrange, chuter hyper logiquement, c'est malsain, c'est en plus un vrai message sur les réseaux sociaux. Et comment ne pas oublier la performance, comment oublier plutôt la performance de Christine Couja Torp, qui est magistrale de jalousie. Une comédie noire fabuleuse, comme seule la Scandinavie sait le faire. Et je vous annonce déjà que le prochain film du réalisateur est déjà dans mon top attente de l'année 2023. Il sortira normalement en 2024, mais le tournage est déjà fini. Bref. C'était la fin. C'est la fin de mon top 50. Il y aura le top anglophone, il y aura mes attentes de l'année. J'ai déjà sorti ma collection de DVD, les meilleurs achats de l'année, mais il y aura aussi les Morto Mega Awards. C'est dur les fins d'année. Voilà, bah franchement, tous les films dont je vous ai parlé sont incroyables. Je dirais vraiment dans mes souvenirs que c'est vraiment à partir du top 23 que c'est beaucoup, notamment avec Decision to Live, voilà. À partir de Decision to Live. Après, vraiment, ça fait que augmenter à partir de la 18ème place. Après, voilà quoi. Mais vraiment, cette année 2022, c'est extraordinaire. Donc, ouais, donc il me reste quelques vidéos à sortir, comme je vous l'ai dit, mais waouh, waouh, waouh. Waouh. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mots parfois. Mais Sick of Myself, en plus, vraiment, j'ai découvert à l'Étrange Festival et je regrette absolument pas. Sick of Myself, c'était une merveille. Avril 2023 pour la France. Mais ciao, c'est Martin Mega. Prenez soin de vous, moi je m'en fous de moi. On se retrouve dans une vidéo prochainement.